J'ai grandi sans eux. Mais quand j'ai connu le succès, ils m'ont retrouvé. Je m'appelle Antoine. J'ai aujourd'hui 35 ans et c'est la première fois que j'en parle à voix haute, car j'ai longtemps gardé le silence. Depuis mon enfance, j'avais une habitude, ne pas demander plus que nécessaire, ne pas me plaindre et ne m'imposer à personne. C'est sans doute ainsi que vivent les enfants qui, un jour, ont simplement été donnés. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens de l'odeur. Dans le couloir, ça sentait les vestes mouillées, le lait bouilli et quelque chose d'hospitalier. J'avais 5 ans, peut-être 6. Je tenais dans mes mains une petite voiture bleue avec une roue cabossée. Je pensais que nous allions quelque part. Maman a dit « Tu vas rester ici un moment, le temps que nous réglions certaines choses. » Elle parlait calmement, comme si elle parlait d'un magasin. Papa se tenait un peu en retrait, regardant le sol, comme quelqu'un qui ne veut pas être reconnu. À l'époque, je ne comprenais pas encore le sens du mot « foyer pour enfants ». Pour moi, c'était juste un bâtiment avec des tentes inconnues. Maman s'est penchée, a ajusté mon col et m'a embrassé sur le front. J'ai retenu mon souffle, car un tel baiser était rare. Elle a souri, mais ses yeux étaient vides. Papa ne s'est même pas assis. Il a simplement dit « Sois sage ». Et ils sont partis, sans cri, sans drame. Ils ont simplement fait demi-tour et sont sortis comme si j'étais une valise posée contre le mur. Je me souviens du bruit de la porte. Un boum sourd, puis des pas légers dans l'escalier. Je suis resté à la fenêtre jusqu'à ce que leur voiture disparaisse. Les premiers jours, j'ai pleuré. Puis j'ai arrêté. Parce que là-bas, pleurer n'était pas avantageux. Si tu pleures, soit on te gronde, soit on t'ignore. Et quand on t'ignore, c'est encore pire. J'ai vite appris à être pratique, manger ce qu'on me donnait, me taire quand on me criait dessus, ne pas me mêler de ce qui ne me regardait pas, et étudier. Dans l'éducation, il y avait quelque chose de juste. Si tu faisais des efforts, tu obtenais des résultats. Contrairement aux adultes, avec le temps, j'ai cessé d'attendre. Au début, je pensais « Maintenant, maman va venir. » Puis, à Noël. Puis, pour mon anniversaire. Puis j'ai simplement cessé de construire ces maintenant. Tu sais, quand l'espoir se fait attendre trop longtemps, le cerveau semble lui interdire de venir pour ne pas souffrir. Il y avait des gens bien à l'orphelinat, mais le système est tel que tu n'es qu'un parmi tant d'autres. Personne ne t'aimera comme une famille devrait t'aimer. Ce n'est pas leur faute. C'est simplement la réalité. Des bénévoles m'emmenaient parfois pour le week-end, mais je ne m'attachais pas. J'avais peur de m'habituer, puis de rester à nouveau. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai eu un mentor. Il travaillait là-bas comme électricien, oncle René. Un vieux grincheux, mais avec un bon cœur. Il a remarqué que j'aimais démonter des objets. Je pouvais passer des heures avec une radio cassée ou un vieux ventilateur. Un jour, René m'a regardé et m'a dit « Soit tu deviens un maître, soit tu passeras ta vie à agacer les gens. » Et il a souri. C'était sa façon de me soutenir. Il m'a appris des choses simples, comment ne pas avoir peur des outils, comment réfléchir, comment ne pas se laisser abattre quand on vous humilie. Car on m'humiliait souvent. Les enfants sont cruels et les adultes sont parfois pires, mais ils le font plus discrètement. À 18 ans, je suis parti de là avec un seul sac de vêtements et une décision claire. Je vivrai de manière à ne jamais dépendre de la bienveillance de quelqu'un d'autre. Je ne rêvais pas de richesse, je rêvais de sécurité, d'une porte qui se ferme de l'intérieur, d'un réfrigérateur rempli de nourriture, d'un lit que personne ne me prendrait. Je me suis inscrit dans un lycée technique, je travaillais le soir, déchargement, entrepôt, livraison, puis un stage. Puis mon premier vrai travail. Je n'étais pas un génie, juste têtu, et je savais faire une chose, supporter l'inconfort. C'est quelque chose qu'on apprend bien dans les orphelinats. De nombreuses années ont passé. J'ai ouvert un petit atelier d'électronique en banlieue, puis un autre. Puis j'ai embauché 2 personnes, puis 10.
Je ne suis pas devenu un millionnaire en couverture, non, mais je suis devenu quelqu'un qui est écouté. J'avais un bureau, des documents, un comptable, un revenu stable et surtout une réputation. Les gens de mon quartier savaient que si Antoine promettait quelque chose, il le ferait. Et puis un soir, alors que j'avais pris l'habitude de considérer le passé comme quelque chose de lointain, comme une vieille boîte rangée dans un grenier, j'ai reçu un appel. Le numéro m'était inconnu. J'ai décroché et j'ai entendu une voix féminine, calme, prudente, comme si elle marchait sur de la glace fine. « Antoine, c'est moi, ta mère. Quelque chose a fait tilt en moi. Pas des larmes, pas de joie, juste une froide lucidité. Je n'ai même pas répondu tout de suite, et elle s'est empressée d'ajouter « Ton père et moi, on t'a retrouvé. Il faut qu'on parle. C'est important, s'il te plaît. » J'étais assis dans ma voiture, près de l'atelier, et je regardais mes mains sur le volant. Les mains d'un homme adulte. Des mains qui étaient devenues mon propre soutien. « De quoi voulez-vous parler ?» ai-je demandé. Et puis elle a dit une phrase qui m'a fait rire et m'a rendu amer à la fois. « Nous sommes très fiers de toi, et nous avons besoin de ton aide. » Je suis resté silencieux pendant quelques secondes, car je devinais déjà où cela allait mener. Nous avons convenu de nous retrouver une semaine plus tard. Je n'ai dit ni oui ni non. J'ai simplement indiqué un café près de la gare, un lieu neutre. Les gens y vont et viennent, et personne ne doit rien à personne. Cela me rassurait. Cette semaine-là, j'ai beaucoup réfléchi. Pas à eux, à moi, à savoir si j'étais en colère, si j'avais le droit d'être en colère, et si je n'allais pas briser quelque chose en moi en allant à ce rendez-vous. Tu sais, parfois, le plus effrayant n'est pas le passé, mais le fait qu'il puisse revenir dans ta vie et commencer à dicter ses règles. Je suis arrivé en avance et je me suis assis près de la fenêtre. J'ai commandé un café, noir, sans sucre. J'en bois comme ça depuis 10 ans. Quand ils sont entrés, je les ai tout de suite reconnus. Le temps avait fait son œuvre, mais pas complètement. Maman avait rapetissé, comme si elle s'était voûtée. Papa avait pris des cheveux gris et marchait prudemment, comme quelqu'un qui a mal aux genoux et à la conscience. Ils ne m'ont pas remarqué tout de suite. Puis maman s'est arrêtée, a porté la main à sa bouche et a dit doucement « C'est lui ». Ils se sont approchés et se sont assis en face de moi. Nous sommes restés silencieux pendant quelques secondes. Personne ne savait par où commencer. La radio jouait dans le café, quelqu'un riait à la table voisine, la vie suivait son cours, comme si rien de particulier ne se passait. « Tu as beaucoup changé », a dit maman. « Vous aussi », ai-je répondu. C'était vrai, et en même temps, cela ne voulait rien dire. Ils ont commencé à raconter, prudemment, avec des pauses, à propos de la difficulté de l'époque, à propos des dettes, à propos du fait qu'ils étaient jeunes et ne savaient pas quoi faire, à propos du fait qu'ils pensaient que ce serait mieux ainsi. J'avais déjà entendu cette phrase des centaines de fois dans ma tête avant même qu'elle ne soit prononcée à voix haute. J'écoutais. Je n'interrompais pas. J'ai appris cela il y a longtemps. Quand on se tait, les gens dévoilent de tout ce qu'ils ont sur le cœur, leurs bonnes intentions et les vraies raisons. Puis papa a toussé et a dit franchement, « Nous avons des problèmes d'argent, de sérieux problèmes, des dettes, des frais médicaux. Nous avons appris que tu t'étais bien installé et nous avons pensé que tu pourrais peut-être nous aider. » Il l'a dit comme s'il parlait de la météo, mais j'ai senti la tension dans chacun de ses mots. Maman me regardait avec des yeux qui exprimaient tout, la peur, l'espoir, la culpabilité et quelque chose qui ressemblait à du calcul. Je me suis senti étrangement calme, comme si je n'étais pas assis dans ce café, mais que je regardais un film. « Combien ?» ai-je demandé. Ils se sont regardés et m'ont donné le montant. Il était élevé, mais pas au point de ruiner ma vie. Je pouvais le payer, sans crédit,
sans souffrance. Il suffisait de signer un chèque et le tour était joué. Et c'est là qu'est survenu un moment dont je me souviens très clairement. J'ai senti que toute ma vie, depuis ce couloir qui sentait le lait jusqu'à cette tasse de café, m'avait conduit ici, à un choix, pas entre le bien et le mal, mais entre un sacrifice automatique et une décision consciente. J'ai quelque chose à dire, ai-je dit lentement, et je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. Ils ont acquiescé. Quand vous m'avez abandonné, ai-je poursuivi, vous n'avez pas laissé de numéro. Vous n'avez pas écrit de lettre. Vous n'êtes pas revenu un ou deux plus tard. Vous avez simplement disparu. J'ai grandi sans vous. J'ai appris à vivre seul. Je ne vous dois rien. Et il est important que vous le compreniez. Ma mère s'est mise à pleurer. Doucement. Mon père regardait la table. Mais, ai-je ajouté, je ne suis plus l'enfant dont vous vous souvenez. Je suis un homme adulte et je décide moi-même qui je veux être. J'ai fait une pause et je les ai regardés dans les yeux. Je vais vous aider, mais pas comme vous le pensez. Ils ont levé la tête. Je ne vous donnerai pas d'argent comme ça. Je paierai des choses spécifiques, les soins médicaux, une partie des dettes. Je le ferai directement, sans argent liquide, sans dépendance. Et après cela, nous nous séparerons, sans appel régulier, sans demande, sans jouer à la famille qui n'a jamais existé. On entendait à nouveau la radio dans le café. Maman acquiesçait en essuyant ses larmes. Papa resta longtemps silencieux, puis dit « Nous ne méritons même pas cela. »« Peut-être, » répondis-je. « Mais je mérite la tranquillité. » Nous sommes sortis ensemble, mais nous sommes partis dans des directions différentes. Je ne me suis pas retourné. Non pas parce que cela me faisait mal, mais parce que j'avais déjà tout vu. Ce soir-là, j'ai longtemps marché dans la ville. Paris était calme, presque familier. Les lampadaires, l'asphalte mouillé, l'odeur du pain provenant de la boulangerie de nuit. Je ressentais une étrange légèreté. Comme si quelque chose de lourd, que je portais depuis des années, pouvait enfin être posé à terre. Ce n'était pas une vengeance, c'était une limite. Après cette rencontre, je pensais que tout était fini. J'avais fait ce que j'avais promis. J'avais contacté l'hôpital, payé les frais médicaux. J'avais parlé à la banque, remboursé une partie de mes dettes. Tout était clair, net, sans fioriture. Je ressentais même une certaine satisfaction face à cette simplicité. Comme au travail, il y a un problème, il y a une solution. Sans émotion. Tout était calme pendant quelques semaines. Pas d'appel, pas de message. J'ai repris ma vie habituelle, le travail, les clients, les dîners en solitaire, les promenades du dimanche. Et je me suis surpris à penser que, pour la première fois depuis longtemps, je dormais plus profondément, sans ces rêves étranges où je me retrouve à nouveau dans le couloir avec des vestes mouillées. Mais le passé disparaît rarement définitivement. Il revient généralement pour vérifier si vous avez vraiment grandi. Ma mère a été la première à rappeler. Je n'ai pas répondu. Puis elle a rappelé. Ensuite, j'ai reçu un message. Un long message. Sur leurs difficultés. À quel point ils regrettaient. À quel point ils se souvenaient souvent de moi quand j'étais petit. À quel point tout aurait pu être différent maintenant. J'ai lu et j'ai posé le téléphone. Sans colère. Simplement sans envie de m'y plonger. Quelques jours plus tard, mon père a appelé. J'ai répondu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par curiosité. « Antoine, » a-t-il dit, « nous avons pensé que tu viendrais peut-être chez nous dimanche, juste pour déjeuner, en famille. » Le mot « famille » sonnait faux, comme s'il l'avait emprunté à quelqu'un et ne savait pas où le placer. Nous avions convenu autre chose, ai-je répondu calmement. Oui, mais nous sommes en contact maintenant. Cela signifie quelque chose, non? Je regardais par la fenêtre de mon bureau. Je regardais les gens qui se dépêchaient à quelque part. Chacun d'entre eux avait sa propre histoire, ses propres problèmes. Je compris une chose. Ils ne voulaient pas de moi. Ils voulaient être soulagés.
Ils voulaient réduire leur culpabilité en la partageant avec moi. Cela signifie que j'ai fait ce que je pensais être juste, ai-je dit. Et c'est tout. Papa est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit doucement, « Tu es devenu froid. » J'ai esquissé un sourire. Non, je suis devenu chaleureux envers moi-même. Après cette conversation, les appels ont cessé. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, car les véritables conséquences ne se font pas sentir immédiatement. Plusieurs mois ont passé. Un jour, une femme est entrée dans mon atelier. Elle avait à peu près mon âge. Elle semblait perdue. Elle est restée longtemps à l'entrée jusqu'à ce que je m'approche d'elle. « Êtes-vous Antoine ?» m'a-t-elle demandé. « Oui. » Elle a pris une profonde inspiration. « Je suis votre sœur. Le monde s'est à nouveau arrêté, mais différemment, sans froideur, plutôt avec étonnement. Il s'est avéré qu'après moi, ils avaient eu un autre enfant. Elle avait grandi avec eux. Elle savait que j'existais, mais on ne lui avait jamais permis de me contacter. Elle avait appris mon existence par hasard, et elle n'était pas venue pour de l'argent. Elle était venue pour me regarder dans les yeux. Nous avons longuement discuté, tout simplement. Elle m'a raconté son enfance. Je lui ai raconté la mienne, sans rivaliser pour savoir qui avait eu la vie la plus difficile. Elle s'est excusée plusieurs fois, même si elle n'avait aucune raison de le faire. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je ne ressentais aucune tension. C'était facile avec elle. Nous ne sommes pas devenus proches tout de suite. Nous n'avons pas commencé à jouer à la famille idéale. Mais nous avons commencé à prendre un café ensemble une fois par mois, à parler du travail, de la ville, de la vie, sans le passer comme boulet. Et c'est là que j'ai compris le plus important. Mon histoire n'est pas celle de quelqu'un qui a été trahi, ni même celle de quelqu'un qui a remis les autres à leur place. Mon histoire, c'est celle de quelqu'un qui a choisi lui-même ce qu'il voulait garder dans sa vie et ce qu'il voulait laisser derrière lui. Mes parents voulaient de l'argent et mon pardon dans un seul et même paquet. Je leur ai donné seulement ce que je pouvais, sans me trahir. Et cela s'est avéré suffisant pour fixer définitivement les limites. Parfois, la justice n'est pas une punition. C'est le silence après un « non » bien dit. Après l'arrivée de ma sœur dans ma vie, tout semblait s'être mis en place, mais pas comme dans les films. Sans étreinte sous la pluie, sans paroles grandiloquentes. Il y avait simplement un nouveau fait à accepter. Je ne suis pas devenu quelqu'un d'autre du jour au lendemain, mais quelque chose en moi a cessé de me serrer le cœur. Nous avons convenu d'une règle simple, ne pas parler de nos parents si nous n'en avions pas envie. Et cette règle a fonctionné. Elle ne m'a pas ramené là où j'étais petit et sans défense. Elle me regardait comme un homme adulte, et c'était sans doute le plus précieux. Mais nos parents n'ont pas complètement disparu. Ils ont essayé plusieurs fois de se rappeler à mon bon souvenir. Des cartes postales pour les fêtes, des messages avec des phrases du genre « Nous pensons à toi » ou « La porte de notre maison est toujours ouverte ». Je lisais et ne répondais pas. Pas par méchanceté. Simplement, je ne voulais pas retourner dans cette pièce où l'air s'était autrefois épuisé. Un jour, ma mère m'a envoyé un long message. Elle m'écrivait qu'elle ne dormait plus la nuit, qu'elle rêvait du jour où il m'avait abandonné, qu'elle voulait au moins une fois m'entendre lui dire que je lui avais pardonné. J'ai lu jusqu'à la fin et j'ai posé mon téléphone. J'ai compris qu'elle ne me demandait pas mon pardon. Elle demandait un soulagement pour elle-même. Et là, pour la première fois, j'ai clairement formulé une pensée. Le pardon n'est pas un devoir. C'est un cadeau, et je n'étais pas prêt à l'offrir. J'ai répondu brièvement. J'ai écrit que je ne lui en voulais pas, mais que je n'étais pas prêt à revenir là où je n'étais plus. Sans accusation, sans explication, juste un fait. Après cela, le silence s'est installé. Un long silence, un vrai silence. Un silence dans lequel on peut entendre ses propres pas. Je me suis concentré sur mon travail. J'ai agrandi mon atelier. J'ai embauché d'autres personnes. J'ai commencé à former des jeunes
issus de familles comme la mienne autrefois. Je ne leur ai pas raconté mon histoire. J'étais simplement là. Je leur montrais qu'il était possible de vivre autrement, sans cri, sans craindre d'être à nouveau abandonné le lendemain. Et tu sais, à un moment donné, j'ai réalisé que je ne pensais plus à mes parents tous les jours. Ils avaient cessé d'être au centre de mes pensées. Ils faisaient désormais partie du passé, et non plus de ma personnalité. C'est une différence importante. Un jour, ma sœur m'a dit une phrase qui m'était restée longtemps en tête. Tu sais, ils ont toujours parlé de toi comme d'une erreur. Maintenant, ils parlent de toi comme d'une chance. J'ai acquiescé. Parce que c'était vrai. Ils ne cherchèrent pas un fils, ils cherchaient une issue, et j'étais heureux de ne pas être devenu cette issue. Un soir, j'étais assis dans mon appartement, je regardais par la fenêtre et je pensais à quel point la vie était étrange. Ceux qui auraient dû être mon soutien avaient disparu, et je suis devenu mon propre soutien, lentement, maladroitement, mais sûrement. Je ne suis pas devenu un saint. Je ne suis pas devenu parfait. Il m'arrive encore parfois de ressentir une oppression dans ma poitrine sans raison apparente. Mais maintenant, je sais d'où cela vient, et je sais quoi faire. Ma vengeance, si on peut l'appeler ainsi, a été très discrète. Je n'ai pas détruit leur vie. Je ne les ai simplement pas laissés entrer dans la mienne comme si de rien n'était. Je leur ai laissé leurs conséquences. Et à moi, la tranquillité. Parfois, le geste le plus fort n'est pas d'aider une deuxième fois, mais de s'arrêter à temps. Une autre année s'est écoulée. La vie est devenue régulière, sans heurts. Je me réveillais le matin sans précipitation intérieure. Je travaillais, parfois je dînais avec ma sœur, parfois je restais simplement chez moi en silence avec un livre ou de la musique. Pour la première fois, j'ai senti que je ne vivais pas après ou malgré, mais que je vivais tout simplement. Je n'avais presque pas de nouvelles de mes parents. Et c'était normal. Car lorsque les gens disparaissent en silence, cela signifie que chacun d'entre nous a fait son choix. Un jour, ma sœur m'a dit que papa avait beaucoup changé. Sa santé, son âge, tout à la fois. Elle ne m'a pas demandé de venir. Elle m'a simplement fait part de la situation. Je l'ai remerciée pour son honnêteté. Je n'étais pas indifférent, mais je n'avais pas non plus cette impulsion intérieure qui pousse à dépasser ses propres limites. J'ai longuement réfléchi à l'opportunité d'y aller. Pas pour eux, pour moi. Et j'ai finalement compris. Je n'avais pas besoin de les voir pour clore quelque chose. J'avais déjà dit tout ce qui était important. Et surtout, je m'étais entendu moi-même. Tu sais, il y a des choses qui ne se guérissent pas par des rencontres. Elles se guérissent par la distance. J'ai écrit un court message à ma sœur. Je lui ai demandé de leur dire que je souhaitais la paix, sans détails, sans point sur les « i ». Et c'est tout. Certains diront peut-être que c'est dur, que ce n'est pas ce que font les bons fils, mais je n'ai jamais été un bon fils. On ne m'a tout simplement pas donné ce rôle. En revanche, je suis devenu un bon mari pour moi-même. Et cela me suffit. Maintenant, quand je repense à ce couloir de mon enfance, il ne me serre plus la poitrine. Il existe simplement, comme une vieille photo. Il y a moi, petit, avec une machine à écrire dans les mains, et il y a moi, adulte, qui sait que même si on t'a abandonné, cela ne signifie pas que tu es inutile. Cela signifie seulement que quelqu'un n'a pas supporté la responsabilité. Je n'ai pas fait carrière par dépit. Je ne suis pas devenu quelqu'un de réussi pour prouver quelque chose. J'ai simplement survécu, puis j'ai appris à vivre. Et c'est sans doute la réponse la plus calme et la plus forte que l'on puisse donner. Mon histoire ne parle pas d'argent, ni de pardon. Elle parle de limites, du droit de dire « ça suffit », du moment où vous cessez d'attendre que quelqu'un pense vos blessures et où vous commencez à le faire vous-même. Et si un jour quelqu'un me demande si je regrette ma décision, je répondrai honnêtement « non », car pour la première fois de ma vie,
Je n'ai pas trahi ce garçon qui avait été laissé devant une porte fermée. Et croyez-moi, c'est beaucoup.